Merci de m'avoir invité à participer à cette passionnante après-midi, de me donner cette opportunité de présenter une partie de mes travaux que j'ai évidemment pas réalisé tout seul. C'est à peu près 10 ans de recherche que j'ai réalisé, notamment beaucoup avec Patrick Peretti-Vatel et son équipe à Marseille, à l'IHU. Et donc je suis aussi chercheur associé à Vitrum là-bas. Et donc moi je suis donc sociologue et je travaille sur les controverses autour des vaccins et les doutes que peut nourrir une partie de la population à l'égard de ceux-ci. Et je me suis particulièrement intéressé à pourquoi les controverses autour des vaccins se sont multipliées en France sur les 10 dernières années et les facteurs concomitants expliquant la montée des doutes dans la population française au point que la France a été appelée la championne du monde de l'hésitation vaccinale. Alors, bon, je pense qu'il faut toujours se méfier de ces classements internationaux, on en parlera un petit peu pendant la présentation. Et en fait, très tôt, je me suis rendu compte que mon sujet, donc les doutes que peuvent avoir les gens vis-à-vis des vaccins, l'hésitation vaccinale, intéressait beaucoup le milieu médical, peut-être même plus que le milieu sociologique. Et donc, en discutant dans des colloques, dans des séminaires, bon, comme celui-ci, j'ai bien vu, et je vois encore que les virologistes, les épidémiologistes, les infectiologues, les médecins, etc., ils voient au moins un travail utile, un travail qui peut s'insérer dans les stratégies de vaccination. Et en fait, c'est vrai, bon, ce type de travail nourrit, par exemple, assez naturellement la réflexion sur les enjeux de communication, bon, par exemple. Mais par contre, pour ce qui est de l'explication de la survenue des épidémies, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte en discutant avec des modélisateurs qui voulaient intégrer cette question des doutes vis-à-vis des vaccins dans des modèles, alors que ce soit centré sur la circulation de la Covid-19 suivant les hypothèses de couverture vaccinale, mais aussi autour du modèle de la rougeole. Et en fait, c'est un peu là-dessus que je vais axer ma présentation, qui est le fait que les doutes vis-à-vis des vaccins, ils mettent sur le devant de la scène, en fait, un problème qui est classique, qui est souligné très classiquement, que ce soit par les psychologues, mais aussi par les représentants des disciplines plus centrales dans les sciences sociales, que sont par exemple, la sociologie, l'anthropologie, etc., qui est celui de l'écart qu'il peut y avoir entre les attitudes, ce que les gens pensent, ressentent, etc., on va définir de manière très généralement, et les comportements, donc ce que les gens font concrètement. Et c'est cet écart qui rend si compliqué le fait d'intégrer des données issues, par exemple, d'enquêtes par questionnaire dans les modèles de diffusion des épidémies. Ça, je pense que c'est particulièrement important dans le contexte actuel, puisqu'il y a une production assez incroyable de données, notamment sur les intentions de vaccination, sur l'hésitation vaccinale, et on a envie de les utiliser pour prévoir la circulation de l'épidémie suivant l'ouverture de la vaccination à tel groupe et à tel autre. Alors, donc je vais un petit peu traiter de cela, cette question des doutes vis-à-vis des vaccins et comment est-ce que on peut les approcher comme un proxy ou pas de la couverture vaccinale. Mais je vais commencer principalement par parler des doutes vis-à-vis des vaccins. Alors, vous avez forcément entendu parler, enfin non pas forcément, vous avez probablement entendu parler des études internationales qui sont sorties sur les 5 dernières années, qui montrent que la France figure parmi les pays les plus vaccinosceptiques du monde. Alors, bon, il y a beaucoup de débats à avoir sur cette mesure, en gros, des doutes vis-à-vis des vaccins en utilisant exactement les mêmes items dans différents pays. Bon, je pense qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes ce type de résultats. Notamment, il y a une tendance à surinterpréter des différences qui en fait se ramènent à 2 ou 3 points de différence. Et lorsque l'on est dedans, déjà, on est dans les intervalles de confiance. Et en plus, la manière de comprendre et de placer dans un univers de sens des items standardisés, bon, elle est vraiment débattable. Mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que plutôt que se focaliser sur la France championne du monde de l'hésitation vaccinale, c'est que, en tout cas, en France, on voit qu'il y a une grande partie de la population qui peut avoir des doutes vis-à-vis de certains vaccins, voire des vaccins en général. Et alors, le truc quand même, c'est de ces enquêtes, et ça s'applique aussi aux enquêtes que j'ai pu réaliser ou interpréter avec mes collègues, c'est qu'elles ont été quand même largement utilisées pour expliquer
la multiplication notamment des épidémies de rougeole en France. Alors, juste pour vous donner un petit exemple voilà, l'hésitation vaccinale, et à la fin, c'est la rougeole qui gagne. Donc, c'est vrai que dans un contexte dans lequel on parle du fait que vous avez énormément de doutes vis-à-vis des vaccins en France, vous avez en même temps le retour des épidémies de rougeole avec la France qui fait partie des pays les plus touchés en Europe, on a forcément envie de faire le lien entre les deux. Alors, je vais revenir là-dessus après. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, donc, je vais quand même d'abord parler un peu de ce constat de la prévalence des doutes vis-à-vis des vaccins en France. Alors, déjà, une première chose à avoir en tête, c'est que la France, historiquement, n'a pas eu de mouvement anti-vaccin très puissant. En cela, elle se démarque assez fortement de pays comme l'Angleterre, les États-Unis, où il y a vraiment des mobilisations très très fortes qui se structurent soit durant la deuxième moitié du XIXe siècle, soit au début du XXe siècle, avec des manifestations des partis qui pèsent sur les débats publics, même des controverses sur la sécurité de certains vaccins, notamment en Angleterre, aux États-Unis dans les années 70, etc. En France, on a un mouvement critique des vaccins qui commence à se structurer après la Seconde Guerre mondiale, qui gagne un petit peu en puissance, mais il a toujours été extrêmement marginal. Il n'a quasiment jamais réussi à peser sur les débats publics sur la vaccination, ni sur les politiques vaccinales. Par exemple, l'abrogation de l'obligation vaccinale contre la variole à la fin des années 70. La Ligue nationale pour la liberté des vaccins dit on a gagné, mais en fait, les analyses du processus qui a mené à cette décision montrent que ça a été fait complètement indépendamment des considérations de refus de vaccination et des mobilisations des anti-vaccins. Et donc, la faiblesse de ce mouvement anti-vaccin en France, elle se voit au fait que la première grande controverse vaccinale qu'on ait connue en France, ça arrive très très tard, c'est à la fin des années 90, c'est l'affaire de l'hépatite B et du lien présumé, plutôt du lien débunké a posteriori, avec la sclérose en plaques. Donc ça, c'est vraiment très tard. Mais surtout, donc on a une première controverse à partir en 98-2000, mais on a surtout une multiplication des controverses à partir de l'année 2009 et la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Et on voit que c'est à peu près à ce moment-là aussi que la part dans la population de gens qui peuvent se méfier soit des vaccins en général, soit de certains vaccins en particulier, augmente très significativement. Donc là, vous voyez, c'est l'outil classique que l'on a pour suivre l'évolution des aptitudes vis-à-vis du vaccin, qui est le baromètre santé réalisé à l'époque par l'INVS et maintenant par Santé publique France. Et on voit par exemple que la part des personnes disant faire globalement confiance au vaccin, elle passe de 90% en 2000 et 2005 à autour de 75-80% après, 2014, 2016, 2017, etc. Avec une année assez terrible en 2009-2010, mais je vais revenir là-dessus un peu après. Et donc, ce basculement, il correspond vraiment à une transformation à la fois du paysage informationnel, en quelque sorte, avec la multiplication de grandes controverses publiques, c'est-à-dire on discute de la sécurité des vaccins dans les médias d'information générale, avec donc d'abord un grand débat sur la sécurité du vaccin contre la grippe H1N1, puis en 2009, puis à partir de la fin de l'année 2010, la question de la sécurité des adjuvants à base d'aluminium, elle va être quasiment en continu, discutée en continu au moins jusqu'en 2018. À partir de 2011, la question de la sécurité du vaccin contre le HPV, puis à partir de 2014, en fait, la question de la sécurité des vaccins multivalents, elle est aussi portée par la thématique des ruptures de stock des vaccins, et cela se prolongera avec les débats autour de l'obligation vaccinale. Et on voit clairement que cette multiplication des controverses, c'est probablement l'explication principale de cette montée des doutes dans la population générale, puisque vous avez d'un coup en fait une grande visibilité donnée à tout un ensemble d'arguments critiques sur une diversité de vaccins. Alors ce qui est important, c'est de voir que cette multiplication des débats, elle ne sort pas de nulle part, hein. Il y a une multiplication des débats aussi parce que vous avez une transformation des personnes, des acteurs qui critiquent les vaccins, une transformation du milieu militant critique des vaccins. En fait, on passe vraiment d'un milieu qui est
un mouvement anti-vaccin qu'on peut appeler traditionnel et pour lequel le terme anti-vaccin en fait, ne pose pas de problème, puisque en gros, le mouvement critique des vaccins tel qu'il émerge après la Seconde Guerre mondiale, c'est un mouvement de gens qui refusent la vaccination en général, qui nient la réalité scientifique du principe de la vaccination, souvent au nom de conceptions alternatives de la médecine. Alors on a par exemple des personnes qui défendent une vision assez radicale de l'homéopathie, etc. Voilà, donc c'est un peu l'image qu'on a en tête spontanément dès qu'on parle anti-vaccin, on a en tête ces personnes qui sont complotistes, médecine alternative, voire complètement ésotériques, etc. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, en fait, en général, elles ont énormément de mal à avoir un écho social large, que ce soit via les médias, mais même convaincre largement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit on vous ment sur absolument tout depuis 200 ans, on dit attendez, c'est quand même assez radical comme critique. Non, ce que l'on voit en fait dès 1998 et surtout à partir de 2009, c'est un changement du profil des personnes qui vont être au cœur de ces débats. D'ailleurs, c'est les seules personnes qui arriveront à être au cœur d'un débat, puisque avant ça, on n'arrive pas à générer un débat avec ça. Donc les profils, là, ça va plutôt être des associations de patients, de personnes qui se pensent victimes des vaccins, et qui vont faire bien attention à se démarquer de cet antivaccinalisme classique, traditionnel, pour dire, non, attendez, nous, on n'est pas contre les vaccins en général, on veut juste pointer les risques de tel ou tel vaccin, etc. Et ces personnes-là, elles arrivent déjà avec un capital scientifique plus important, des arguments qui sont davantage entendables, qui sont plus susceptibles d'être perçus comme crédibles, et ils arrivent aussi à former des alliances avec d'autres groupes, généralement issus des milieux de défense de la démocratie sanitaire, qui posent la question des droits des patients, ou des milieux, des franges les moins radicales des mouvements écologistes, généralement autour de la thématique de la santé environnementale. Donc tout ça, ce sont des acteurs qui ont du capital politique, qui ont du capital scientifique et qui sont prêts à dire oui, nous on est d'accord avec eux, parce que ce qu'ils disent, c'est pas de l'antivaccinalisme. On ne va pas passer pour un dangereux anti-vaccin en étant avec eux. Et donc ça, c'est une transformation du paysage qu'on voit à partir de 2009 avec des nouveaux acteurs qui s'intéressent à ça. Alors vous avez notamment des élus Europe Écologie Les Verts qui se mettent sur cette question-là à ce moment-là, etc. Et c'est ce qui permet justement à ces débats de se faire leur place. Alors juste pour vous donner une illustration de la réalité de cette distinction entre critiquer toute forme de vaccination et critiquer certains vaccins, je saisis l'occasion, avec deux collègues, Florent Cafiero et Paul Guy-Escurin, on vient de publier un article dans Social Networks là-dessus, où on s'est intéressé justement à ces pratiques de démarcation entre critiques des vaccins. Donc là, vous avez... on a fait une base de données de 240 sites internet critiques, on a regardé qui cite qui, et on voit clairement, en rose, ce sont ceux qui ne critiquent que certains vaccins, et en bleu, ce sont ceux qui critiquent toute forme de vaccination. Et donc sur la droite, vous voyez que les patterns de citation, on voit clairement qu'il y a une séparation entre les roses et les bleus si on regarde les citations réciproques. Et encore, vous avez une grappe qui est connectée juste parce qu'ils se citent pour s'insulter. Voilà. Mais surtout, c'est surtout sur le diagramme de gauche que je voudrais apporter l'attention. Ça, c'est la présence dans les médias, c'est-à-dire chaque fois qu'on évoque un acteur dans les médias, soit en lui donnant une interview, soit même en donnant son nom, qu'on a évalué depuis 1990 jusqu'en 2017, si je me souviens bien, on a juste regardé qui avait le plus accès aux médias. Et les ronds traduisent le nombre d'apparitions, et on voit que, par exemple, dans les 10 acteurs principaux, vous n'avez quasiment que des acteurs qui ne critiquent que certains vaccins en particulier et qui mettent donc à distance ce positionnement radical de rejet de la vaccination en général. Alors ça, c'est très important parce que c'est pas juste l'occasion de faire de la pub pour un papier réalisé avec des collègues, même si il y a évidemment un peu de ça. Alors ça, c'est important parce que ça veut aussi dire que les doutes que les personnes, que dans le front public, lorsqu'on dit une grande partie de la population a des doutes vis-à-vis des vaccins, en fait, c'est des doutes vis-à-vis de certains vaccins en particulier, ou alors juste un doute diffus qui va être mis à l'épreuve avec chaque vaccin qui va arriver. Alors, donc, on a ce constat d'une grande partie de la population qui a des doutes vis-à-vis soit des vaccins en général, soit de certains vaccins en particulier. Par exemple, une étude récente, on a trouvé que quasiment jusqu'à 70% de la population pouvait être considérée, si on prenait la définition classique de l'hésitation vaccinale, qui est le fait d'avoir soit des doutes vis-à-vis d'un vaccin donné, s'être fait vacciner en ayant des doutes, refuser un vaccin en particulier, donc une définition finalement
assez large et en même temps pas si large que ça, eh bien, si vous ajoutez ça, le fait de refuser un vaccin donné avec d'autres items, vous avez quasiment 70% de la population qui rentre, qui peut être qualifiée d'hésitante. Alors pourtant, pourtant, malgré la présence de ces doutes, en fait, on voit finalement assez peu d'effets de la montée de ces doutes sur les couvertures vaccinales. On voit même quasiment, alors non pas un effet opposé, puisque l'idée, c'est pas que le fait qu'il y ait des débats publics ou des doutes renforce les couvertures vaccinales, mais par contre, ce que l'on voit, c'est que sur la plupart des vaccins, la plupart des vaccins infantiles, la couverture vaccinale, sur les 10 dernières années, elle n'a pas diminué, au contraire, elle a plutôt eu tendance à s'améliorer. Alors le plus marquant, donc là, c'est le bilan de l'évolution des couvertures vaccinales telles qu'évaluées par Santé publique France. Alors le tableau est petit, hein, je suis désolé, mais bon, j'aurais pu le découper en plusieurs parties, peut-être que j'aurais dû faire ça. Bon, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que sur tous les vaccins recommandés, les 11 vaccins recommandés, vous avez soit une amélioration, soit une stagnation à des niveaux assez hauts de la couverture vaccinale sur ces vaccins. On voit surtout d'ailleurs une augmentation assez importante de la couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole, puisqu'on passe de 60% en 2008 à 83% alors pour la génération de 2016 en 2018. Alors, vous avez ces couvertures vaccinales-là qui soit stagnent, soit s'améliorent, mais par contre, on a certains vaccins pour lesquels, là, vous avez une détérioration de la couverture vaccinale. Alors, vous avez le vaccin d'abord contre les papillomavirus, où là, la vaccination a commencé vraiment à des niveaux assez bas, hein, puisqu'on a commencé avec 29% de couverture vaccinale, et on voit en fait une diminution assez drastique de la couverture vaccinale vers 2011-2012, qui est précisément le moment où les associations dites victimes d'effets secondaires de ce vaccin, qui disent qu'il y a un lien avec la sclérose en plaques. Pour l'instant, les études épidémiologiques montrent que ça n'est pas le cas. C'est à ce moment-là qu'elles obtiennent en gros beaucoup de place dans les médias et on voit une diminution de l'ordre de 10 points des couvertures vaccinales entre 2011 et 2012 et une stagnation après. Alors ça réaugmente progressivement sur les 3-4 dernières années. Et l'autre couverture vaccinale sur lequel on voit directement l'effet de ces débats publics et de ces doutes, c'est celle de la vaccination contre la grippe. Et là, pour le coup, on voit surtout un effet post-2009-2010, donc post-débat sur la sécurité du vaccin contre la grippe A de 2009-2010, puisqu'on a une diminution de quasiment 10 points entre la saison 2008-2009 et la saison 2010-2011. La saison 2009-2010, c'est particulier puisque c'est pile au moment de la grippe H1N1 et une stagnation à un niveau un peu inférieur, en tout cas pour les plus de 65 ans. Et alors ça, c'est important. Alors c'est important de commenter ces différences-là. Notamment, je vais rester sur le HPV parce que, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la diminution de cette couverture vaccinale contre le HPV, vous dites, bah oui, c'est normal, s'il y a des débats sur la sécurité des vaccins contre le HPV, et si dans les enquêtes que l'on mène, que ce soit les enquêtes qualitatives ou les parties dans le baromètre santé dans lesquelles les personnes peuvent dire de quel vaccin ils se méfient, le HPV, ça ressort beaucoup. Ça ressort beaucoup, mais ça ne ressort pas à 80%. En fait, le HPV, dès le début, donc là, on est avant vraiment des débats sur la sécurité du vaccin contre le HPV, la couverture vaccinale, elle n'est pas très bonne. Et donc, résultat, en fait, le HPV, c'est à la fois le signal que l'hésitation vaccinale, le fait d'avoir des doutes vis-à-vis de la sécurité de certains vaccins, ça peut avoir un effet sur les couvertures vaccinales, mais c'est aussi le bon exemple pour voir que ce n'est pas le seul déterminant et ce n'est peut-être d'ailleurs pas le principal déterminant. Parce qu'on voit que dès le début, la vaccination contre le HPV, elle commence à un niveau faible. 30%, c'est pas énorme. Et surtout, 30%, et ça augmente pas énormément. C'était pas sur un trend d'augmentation impressionnant. Et c'est un niveau de vaccination qui est bien en dessous de l'acceptabilité de ce vaccin. Et en fait, en réalisant des entretiens avec les professionnels de santé impliqués potentiellement dans cette vaccination. Donc là, c'est un travail qui a été mené principalement par Maïté Boucher, qui a fait un super travail. Elle a réalisé des entretiens avec
des médecins généralistes, des pédiatres et des gynécologues autour de la thématique du vaccin contre le HPV. Et alors, ce qu'elle a vu, enfin ce qu'on a vu, j'ai participé à cette étude avec elle, c'est que en fait, le problème principal du vaccin contre le HPV, c'était qu'il était coincé entre 3 types de professionnels de santé dont personne n'avait réellement soit la charge de mener cette vaccination, soit la motivation. En gros, concrètement, ce qu'elle a pu observer, c'est que les pédiatres soutiennent énormément la vaccination contre le HPV. Par contre, ils n'ont plus les jeunes filles en âge de se faire vacciner, puisque la recommandation, c'est à partir de 11 ans, et à 11 ans, c'est très rare que les enfants continuent à voir le pédiatre, déjà qu'une grande partie des enfants ne voient pas de pédiatre, mais restent avec des généralistes. Ce que l'on voit aussi, c'est que les généralistes, en tout cas ceux qui ont été interrogés, sont finalement assez peu convaincus de l'intérêt de cette vaccination, ou une sorte de conviction molle, tout en se disant que ce n'est pas vraiment à eux de le faire, c'est plutôt aux gynécologues de le faire. Et les gynécologues, eux, replacent le vaccin dans une variété d'interventions et non pas particulièrement, sont à la fois plutôt convaincus que le vaccin est utile et en même temps, bon, c'est pas ce qui est plus important, c'est quand même comment dire, le pap smear, le repérage. Et surtout, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas à eux de faire la vaccination, parce que la vaccination, c'est un peu une basse besogne. Les frottis, oui, merci beaucoup. Voilà. Et la vaccination est vue comme une basse besogne qui, disent, bon, ben ça, qu'ils aillent voir leur médecin généraliste. Donc là, on a le fait qu'à la fois, vous avez une faible recommandation par les médecins, vous avez aussi un problème organisationnel qui est le professionnel de santé qui se saisit de ça. Alors ça, c'est important parce que ça pointe le fait que vous avez un écart entre attitude et comportement, parce que, en fait, quand vous posez une question dans une enquête par questionnaire, vous la sortez complètement du contexte dans lequel elle se pose pour les personnes. Vous la sortez du contexte, par exemple, là, on prend le HPV, le contexte de décision, c'est soit la discussion avec le gynéco, ou avec le pédiatre, ou avec le médecin généraliste, etc. Mais ça, vous ne l'avez pas au moment où vous posez la question dans une enquête par questionnaire. En fait, vous en faites un sujet d'opinion qui s'insère dans un ensemble d'autres sujets d'opinion, mais dont vous ne maîtrisez pas nécessairement cette inscription. Est-ce que ça va être dans un contexte dans lequel il y a une forte politisation des débats autour de la vaccination? Est-ce que ça va être dans un contexte dans lequel, au contraire, il n'y a aucune actualité autour de la vaccination, etc. Et si vous n'êtes pas très précis dans les items que vous avez, ce que vous mesurez, c'est en fait quelque chose qui est assez volatile. Et ça, on s'en rend compte directement en regardant les baromètres santé. Par exemple, vous voyez le baromètre santé 2009-2010, donc on a une très forte, là, si on regarde, on a 40% de la population qui se méfie des vaccins. Sauf que le moment où il a été réalisé, ce baromètre santé, c'est au cœur de la vaccination contre la grippe H1N1, donc au cœur de la controverse sur la sécurité du vaccin. Et d'ailleurs, on le voit même dans la collecte, puisque la collecte, elle a été réalisée sur 5 mois, et les répondants au début du mois avaient même encore plus, étaient encore beaucoup plus à se méfier des vaccins, alors que ceux qui étaient plutôt en mars-avril, donc après, quand le sujet s'est un peu tassé, eux le sont moins. Et alors cette volatilité, ça m'amène au sujet de la Covid par exemple, on la voit directement autour de la Covid. Alors moi j'étais assez impressionné par le nombre de sondages qui ont été réalisés sur l'année passée sur les intentions de vaccination. C'est pas un reproche du tout, d'ailleurs je serais mal placé pour le faire, puisque j'ai participé à un groupe de recherche qui a réalisé une partie de ces sondages, c'est le groupe Coconel, dirigé à nouveau par Patrick Périti-Vatel. En fait, voilà, donc j'ai recensé les sondages réalisés à partir d'échantillons représentatifs et qui ont pris comme item les intentions de vaccination avec des formulations proches. Donc, notamment, j'ai mis de côté ceux qui posent la question « je ne sais pas encore », parce qu'ils sont très rares. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on a des variations déjà qui peuvent être très fortes d'un mois sur l'autre, et notamment entre donc là, c'est la part des noms. Ah oui, alors excusez-moi, j'ai pas noté. Ah oui, bah écoutez, je suis vraiment désolé. Le graphique, c'est l'évolution de la part des noms, c'est-à-dire la part des personnes qui ne comptent pas se faire vacciner. Alors, on voit notamment, ça a été beaucoup commenté ces dernières semaines, l'augmentation de la part des personnes qui ont l'intention de se faire vacciner. Alors, c'est un peu présenté comme un bouleversement complet. Les Français, après avoir radicalement refusé, sont maintenant radicalement pour. Alors, en fait, on voit une variation
de l'ordre de 10 points, c'est important, mais c'est pas non plus quelque chose de radicalement différent. Mais ce que l'on voit justement, ce sont des variations très courtes. Pourquoi? Parce que voilà, lorsque vous posez la question à quelqu'un, est-ce que vous comptez vous faire vacciner contre la Covid en décembre, lorsqu'on sort d'un deuxième confinement, lorsque les débats autour de la Covid ont été particulièrement politisés, lorsque la confiance dans le gouvernement est très faible, en fait, la question à laquelle on répond, c'est une question qui est insérée dans ce contexte-là. Et donc ça c'est très important parce que la question, c'est est-ce que l'on modélise à partir de 25% de refus, à partir de 40% de refus? En fait, on n'en sait pas. On ne sait pas. C'est une question d'ailleurs qui s'est posée concrètement, puisque j'ai discuté avec des modélisateurs au cours des mois d'octobre-novembre, au moment où on faisait des modèles, on dit mais moi j'ai dit mais en fait on n'en sait rien parce que pour l'instant les enquêtes que l'on a sont des enquêtes on pose aux gens des questions qui ne se posent pas concrètement pour eux. Les vaccins n'existent pas. On n'a pas encore les éléments. À ce moment-là, il y avait des communiqués de presse. Il faudra voir après. Et en même temps, bon, ça c'est assez frustrant. On ne savait pas non plus le dispositif concret. Est-ce que ce serait facile de se faire vacciner? Est-ce qu'on aura des incitations fortes répétées, notamment par les professionnels de santé? Est-ce qu'il y aura des contraintes? Est-ce qu'il faudra payer? Comment? Combien de rendez-vous professionnels, de rendez-vous médicaux il faudra prendre, etc. Et surtout, est-ce que la vaccination sera insérée dans des routines qui font que vous êtes plus ou moins obligé de vous poser la question de si vous vous faites vacciner ou pas. Et ça, ou est-ce que vous allez oublier de vous poser la question de se faire vacciner ou pas. Et ça, c'est important parce que, par exemple, là, on peut revenir sur le cas de la rougeole. Non, c'est avant. Le cas de la rougeole, en fait, ce que l'on a avec la rougeole, c'est on a une très bonne couverture vaccinale pour la première dose, et par contre, on a une très mauvaise couverture vaccinale pour la deuxième dose. Et alors, cet écart entre les deux, alors peut-être qu'une partie de cette différence, elle s'explique par le fait qu'entre-temps, peut-être que les parents dorment un peu plus, ou ont eu davantage le temps de se poser des questions. Résultat, peut-être qu'il y a un peu d'hésitation vaccinale. Moi, j'y crois moyennement. J'ai surtout l'impression que ça montre les difficultés que l'on a en France, mais aussi dans beaucoup de pays, de maintenir un suivi pédiatrique au-delà des 6 premiers mois, et donc que les personnes, que les parents arrivent à vacciner leurs enfants en temps et en heure, parce que ça s'insère naturellement dans leur quotidien. Et ça, c'est très important parce que j'ai beaucoup insisté sur les doutes vis-à-vis des vaccins, mais ce qui est quelque chose qui est très largement mis en avant dans la littérature sur les doutes vis-à-vis des vaccins et les refus de vaccination et la non-vaccination, c'est que, premièrement, vous avez beaucoup de gens, voire même une majorité de la population, qui ont des doutes, mais ils se font vacciner quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, notamment dans les discussions qu'on a aujourd'hui autour de la confiance dans les autorités de santé. Effectivement, en France, lorsque vous demandez aux gens « est-ce que vous avez confiance dans les autorités sanitaires ?» 70% répondent non. En attendant, 70% répondent non, mais prennent quand même les médicaments qui leur sont recommandés, suivent en grande partie les recommandations. Par exemple, on l'a vu pendant la Covid, il y a eu un soutien au confinement, ce qui ne veut pas dire qu'il était parfaitement respecté, mais en tout cas, lorsqu'on posait la question aux gens, est-ce que le confinement était justifié? Personne. Une immense majorité, nous on avait vu à peu près 90 à 95% pour le premier confinement, et finalement pas d'énormes variations avec le deuxième, soutenaient ce confinement. Bref, les gens ont des doutes vis-à-vis des vaccins, mais ils se font quand même vacciner. Et surtout, le deuxième message, c'est qu'on se focalise sur les doutes, or ceux-ci sont très évolutifs, très volatiles, et on ne se focalise pas assez sur les conditions pratiques de la vaccination qui sont en fait le déterminant in fine de à la fois la manière dont on trouve ou pas des réponses aux doutes des personnes, ou alors tout simplement le fait que les personnes qui n'ont pas de doute se fassent vacciner. Parce que ça, c'est un autre enjeu qu'on oublie énormément. C'est qu'une grande partie des personnes disent oui, je me ferai vacciner. Mais par contre, est-ce qu'ils vont concrètement se faire vacciner? Est-ce qu'ils vont avoir des incitations au quotidien? Est-ce que ça va être rendu facile? Et ça, c'est quelque chose qui est relativement peu étudié parce que notamment, c'est plus compliqué à étudier, ça passe par des méthodes qualitatives, ça passe par une compréhension assez fine du dispositif, en gros, institutionnel de la vaccination. Et on a vu avec la vaccination contre la Covid-19 que ça peut être assez compliqué. Et je vais terminer là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long.